Eh bien, c'est parti pour la première table ronde. La première table ronde est autour du sujet de la collaboration. Est-ce qu'il y a un nouvel engagement entre les ETI et les collaborateurs de manière générale? Et pour faire cette table ronde, j'ai avec moi Paul Toulouse, qui est directeur énergie dans le groupe CETI, et j'ai Michel Mézard, qui est directeur et fondateur de la Pépinière des Talents. Oui, t'as un micro, c'est bon. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être que Michel et Paul, vous présentiez votre parcours dans les grandes lignes pour pas spoiler tout de suite tout à tout le monde. Michel, tu veux commencer? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais aller rapidement sur les 30 premières années, et puis je vais me concentrer sur les 10 dernières. Moi, je suis cuisinier de métier, voilà. J'ai pas besoin de marmiton. Normalement, j'y arrive tout seul, voilà. Donc c'est ça mon métier, et c'est encore mon métier de cœur. Et j'ai exercé plusieurs fonctions. J'ai enseigné, j'étais directeur de l'aéroport de La Rochelle, j'étais directeur régional de compagnie aérienne à Nantes et à Bordeaux, filiale de British Airways. J'étais directeur régional du PMU, du Paris Mutuel Urbain, une super boîte d'ailleurs, en Bretagne. Et puis j'étais directeur de cabinet du président de la CCI de Saint-Nazaire à une époque. Et il s'appelait Bruno Delarose, donc pour ceux qui connaissent un peu IDEA, vous voyez de qui il s'agit. Et ces 10 dernières années, j'ai été PDG d'une entreprise, d'une SCOP, qui s'appelle la SNAT, qui est entreprise de transport routier de marchandises à Saint-Nazaire. Et j'ai opéré une mutation de cette entreprise, puisqu'on est sorti du status quo. Et je peux vous dire que pour sortir d'un status quo, c'est extrêmement compliqué. Il faut un décret ministériel, qui est signé par Nicolas Hulot d'ailleurs, qui est affiché dans mes toilettes, tellement j'en ai bavé. Et ensuite, on a assuré la fusion entre la SNAT et IDEA Transport, qui avait une filiale transport également. Donc j'ai été patron de la BU Transport, 220 collaborateurs, au sein d'IDEA, jusqu'en 2020, où j'ai eu l'idée de me présenter aux élections municipales à Savenay. Et j'ai été élu. Donc je vous dis ça avec un air un peu désemparé, mais donc si un jour vous voulez être maire, vous m'appelez, que je vous explique bien comment ça se passe. Donc je suis maire de Savenay et je suis vice-président de la communauté de communes en charge du développement éco. Et donc évidemment, à ce moment-là, ça remet en cause aussi un certain nombre d'éléments, parce qu'on peut difficilement piloter une boîte de 220 personnes en étant maire en même temps. Donc l'aventure s'est poursuivie par la Pépinière des Talents. Et la Pépinière des Talents, en 2 mots, c'est un CFA éphémère d'entreprise. Et ça s'adresse aux ETI qui, à un moment donné, se sont dit on créerait bien un centre de formation d'apprentis pour avoir des compétences qui nous ressemblent, puisque maintenant, tout le monde peut ouvrir un CFA d'entreprise. Et on voit bien que les CFA d'entreprise existants, ça peut être la Poste, c'est le groupe Accor, mais les ETI ont du mal parce que elles n'arrivent pas à produire le volume d'apprentis suffisant pour avoir autre chose qu'un centre de coût. Et donc la Pépinière des Talents, elle s'appuie sur des centres de formation existants qui assurent toutes les formations académiques, et elle assure l'ingénierie de formation pour toutes les formations spécifiques qui vont être animées par des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça permet à des jeunes de pouvoir obtenir un diplôme, et puis ça permet à l'entreprise surtout de former des gens qui sont en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, avec la raison d'être, et puis avec ses méthodes. Et on aurait pu laisser ça chez IDEA, mais j'ai créé la société à part entière dont je suis le président, fondateur, parce que ce qui se passe chez IDEA, ça se passe dans plein de boîtes, quoi, dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, etc. Et donc, on s'ouvre à beaucoup plus d'entreprises que simplement l'entreprise de logistique. Voilà où j'en suis. Merci Michel. Paul, je te laisse te présenter. J'ai pas de micro, donc bonjour à tous. Paul Toulouse, je suis aujourd'hui directeur de l'activité énergie du groupe CETI. Le groupe CETI, c'est un groupe que vous connaissez probablement, spécialiste de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique, qui s'est construit autour d'une activité principale qui est la porte d'entrée, avec la marque Belém que vous connaissez probablement, et qui s'est diversifiée après sur la fenêtre, la rénovation énergétique, l'isolation, et l'activité énergie qui consiste en une usine de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques à Carquefou, que j'ai la chance de diriger. Moi, je suis ingénieur de formation. Alors, je viens de me découvrir un autre point commun avec Michel. On se connaît depuis 48 heures, mais on a pas mal de points communs. Moi aussi, je suis cuisinier. Alors, pas de métier, mais j'ai de passion et j'ai passé mon CAP cuisine, donc je suis très fier.
Donc voilà, donc c'est marrant. Donc moi je suis ingénieur de formation, c'est ça mon premier métier. J'ai d'abord travaillé dans un groupe international qui s'appelle Alstom dans les énergies marines renouvelables, où je m'occupais, où j'ai contribué à créer une activité de développement d'hydroliennes, qui sont des éoliennes sous-marines, hein, pour faire simple, qui utilisent le courant de la marée pour produire de l'électricité, qui m'a donné l'occasion de découvrir plein de métiers différents dans un mode intrapreneurial assez avancé. Et puis j'ai ensuite rejoint le groupe Eurofins, qui est un groupe qui a été créé à Nantes, que vous connaissez probablement, où j'ai fait plusieurs choses, mais j'ai notamment dirigé une filiale qui fait des analyses de microbiologie à destination des industriels de l'agroalimentaire, qui recherchent de la salmonelle dans les pizzas Buitoni, pour vous donner un exemple. Voilà, j'ai passé une petite dizaine d'années dans ce groupe-là, avant de le quitter, notamment en raison d'une inadéquation de valeur, et comme c'est un peu le thème aujourd'hui, je me permets de le préciser, pour prendre la direction générale d'une start-up. Donc j'ai fait un chemin, un virage à 180, prendre la direction d'une start-up nantaise qui s'appelle Vite Mon Marché, que vous connaissez probablement, qui a été créée en 2017 et qui, suite après le Covid, avait besoin de renforcer sa gouvernance. Et donc j'ai rejoint Reynald Nolot, qui en était le fondateur, pour accompagner la structuration et le développement de l'activité dans un contexte de forte accélération forte accélération d'une entreprise qui n'était pas encore rentable, dans lequel on était très dépendant de financeurs externes, qu'on n'a pas forcément su convaincre qu'il fallait continuer à nous accompagner. Voilà, je pourrais y revenir. Ce qui m'a conduit à changer à nouveau, de quitter le monde start-up pour rejoindre le groupe SETI juste avant l'été. Donc je suis très récemment arrivé dans le groupe SETI, donc on a des parcours qui se croisent, mais qui ont des similitudes. Merci Paul. Effectivement, dans l'introduction, on parlait de start-up, on parlait d'ETI. Ce qui est marrant, c'est quand on regarde les dernières étapes de vos parcours à l'un à l'autre, vous avez fait l'inverse l'un et l'autre, c'est-à-dire que toi, Paul, tu as quitté cette start-up Vite Mon Marché pour rejoindre le groupe SETI. Tandis que toi, à l'inverse, Michel, tu es parti du groupe PDA pour pouvoir fonder la Pépinière des Talents. Mais finalement, il y a un point commun dans ces deux parties de parcours, c'est que ces deux ETI ont une vraie importance dans vos parcours. Toi, de l'avoir rejoint parce que ça a un sens pour toi, et toi, dans la façon dont ils t'ont accompagné pour créer la Pépinière des Talents. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Michel, sur comment IDEA t'a accompagné dans la création justement de la Pépinière des Talents, et qu'est-ce qu'est IDEA encore aujourd'hui pour toi ? Alors, ce qu'il y a de bien chez IDEA, c'est que les choses sont dites, hein, voilà, agréables ou pas agréables, mais elles sont dites. Et donc, le déclenchement, c'est en fin de compte 2020, c'est-à-dire que quand je suis allé voir Bruno Delarose pour dire je vais me présenter pour être maire de Savenay, il m'a dit tu vas être élu. Je dis non, c'est la première fois. Moi, j'avais rien fait de tout ça. Je suis arrivé comme une fleur. Et surtout, on est vite rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on peut pas être maire d'une commune de 9000 habitants et mettre autant d'énergie dans l'animation d'une boîte de 220 personnes, dont 180 conducteurs routiers, quoi. Et ça, faut se le dire, quoi. Et on se l'est dit assez directement. C'est-à-dire, on s'est dit, si t'es maire, ça veut dire que soit on arrive à trouver, ou t'arrives à trouver quelque chose qui t'éclate chez IDEA et ce sera super, soit tu prends une autre voie et on regardera ensemble comment cette voie tu peux l'emprunter. Et je peux vous assurer que quand vous êtes maire, ça vous prend vraiment énormément d'énergie, beaucoup de charge mentale. Et en effet, j'ai piloté encore la boîte de transport jusqu'en 2021. On a recruté un directeur général pour prendre la suite de la boîte de transport. Je peux vous dire que j'ai eu une année 2020. Alors en plus, 2020, je vous fais pas le schéma. Le plus gros client de la boîte de transport, c'était Airbus. Donc arrêt du jour au lendemain. Donc plan de restructuration de l'entreprise. Donc j'ai piloté ce plan de restructuration de l'entreprise. Et je peux vous dire, quand vous avez une entreprise qui a des valeurs fortes et que vous les partagez, et quand il faut franchir ce pas et se séparer de collaborateurs, c'est difficile. Je l'ai vraiment pris dans l'estomac. Et en plus, entamer cette carrière cette carrière, c'est pas une carrière, mais c'est cette fonction de maire de Savenay. Donc, en 2021,
IDEA a mis en place un hackathon. Alors ça, vous savez, c'est très à la mode, hein, ça, les hackathons. Et on s'est un peu dit ça d'ailleurs, on s'est dit, bah ça y est, on va faire comme les autres, à la mode, on fait un hackathon. Et donc un hackathon qui a eu quand même, qui a eu vraiment beaucoup de succès. D'ailleurs, on était accompagné par Fly the Nest pour ce hackathon. Et donc à cette occasion de ce hackathon, il y a eu, je sais plus, 80 projets qui ont été initiés par des collaborateurs. Hein. On devait avoir 230 collaborateurs, qui encadrants, qui ont présenté des projets. Donc on devait en avoir 80 peut-être à peu près. Et puis, ben évidemment, hein, ça, au fur et à mesure de l'avancement, il y a les idées, il y a les bonnes idées qui ressortent. Et on a dû avoir 7 projets, qui ont été, je vous dis pardon, mais c'est pas à moi de vous demander pardon d'ailleurs. Hein. On a eu 7 projets qui ont été retenus comme intéressants pour la stratégie du groupe. Voilà. Et moi, j'en ai porté un qui était le fameux CFA d'entreprise. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut verser 250, 300 000 euros environ de taxes d'apprentissage, ne pas avoir d'effectifs d'apprentis, alors que IDEA est quand même une entreprise considérée comme vertueuse sur son territoire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un CFA? Voilà. Et donc, c'était ça mon projet. Et donc, il a été retenu, comme dans les 7. Et dans ces 7 projets, on a des projets qui, en fin de compte, sont morts, parce que quand on commence à les creuser, on se dit non, là, ça va pas le faire. On a eu un projet, c'était du miscanthus. Donc, c'est une plante qui permet de dépolluer les sols. Bon, bah ça, c'est tombé. Vous avez des projets qui sont rentrés complètement dans la stratégie du groupe. Exemple, la logistique hospitalière. Voilà, c'était pas du tout le métier d'IDEA, mais la logistique hospitalière, avec ce qu'on a connu avec la Covid, et IDEA a eu un rôle à jouer là-dedans et se dit, bah, ça vaut le coup de le structurer. Faut savoir que dans les cliniques, c'est des infirmiers et des infirmières qui assurent la logistique hospitalière, et on peut se dire que les infirmiers et les infirmières, ils sont quand même plutôt formés pour être au contact des patients que de gérer de la logistique. Donc là, ça, c'est resté vraiment dans le cœur d'IDEA. Et puis, cette pépinière des talents, c'était de se dire, mais elle sera pas rentable parce qu'IDEA n'est pas en capacité de produire suffisamment d'apprentis chaque année pour en faire autre chose qu'un centre de coût. Et on a beau être une entreprise avec des grosses valeurs, on fait attention à pas avoir trop de centres de coûts qui pèsent sur les comptes quand même. Et donc, et là où ça a basculé, c'est que on s'est rendu compte que ce qui se passe chez IDEA, ça se passe dans l'agroalimentaire chez Tipiac avec des boulangers. Pour être très concret, Tipiac, ils recrutent des boulangers aujourd'hui. Et ils n'arrivent pas à recruter les boulangers. Et donc, ce qu'ils veulent, alors après, il y a le sourcing qui est un autre sujet, mais surtout, les boulangers qui ont un CAP boulanger ne répondent pas à certaines exigences qu'on peut avoir dans l'agroalimentaire chez Tipiac. Je vais prendre 2 exemples. La sécurité alimentaire. Si vous faites un CAP cuisine, par exemple, vous allez avoir des cours d'hygiène alimentaire. Mais l'hygiène alimentaire chez un boulanger et la sécurité alimentaire dans une industrie agro, c'est pas tout à fait le même sujet. Donc la sécurité alimentaire, la conduite de ligne. La conduite de ligne, c'est clair que dans un CAP boulanger, on ne fait pas la conduite de ligne. Donc on voit bien que ça sert à rien d'aller créer un CFA spécifique. Il y a un CFA à la chambre de métier qui fait très bien le job sur une bonne partie du référentiel. Et là, la pépinière des talents, elle a tout à fait son offre à proposer en disant, mais on s'appuie sur le CFA de la chambre de métier pour une partie, et puis on assure toute l'ingénierie et l'animation de la formation avec les collaborateurs de Tipiac pour les volets qui sont spécifiques à Tipiac. Ça permet de créer des promotions maison. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, ce qu'on voit chez IDEA, on le voit dans l'agroalimentaire, on le voit dans le bâtiment, on peut le voir avec des charpentiers, un CAP charpentier, un CAP couvreur, c'est pas pareil. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui, à la limite, peuvent très bien s'appuyer sur un charpentier. Et s'il a des compétences complémentaires en couvreur, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Et donc c'est la raison pour laquelle on a sorti ce projet. Et là, IDEA, en effet, a été accompagné, hein, c'est-à-dire que bon, ils sont actionnaires symboliques, hein, 4 000 euros, hein, ça les apporte. Sur 80 000 euros, bon, mais c'est quand même extrêmement important. Donc rentrer dans l'actionnariat et surtout
C'est notre client, c'est notre premier client. C'est avec IDEA qu'on a fait la première expérimentation et on est en train d'ouvrir une promotion là, de chef d'équipe logistique qui a commencé avant-hier. Donc ça, c'est quand même un accompagnement. C'est l'accompagnement que j'attendais aussi d'IDEA. C'était pas on te donne un chèque et puis vas-y, fais ton aventure. C'était vraiment qu'il y ait un suivi derrière et un engagement fort du groupe IDEA sur ce projet. Merci beaucoup. Allô, tu m'entends, c'est bon? Merci beaucoup. Donc si on résume, finalement, IDEA t'a permis t'a donné cet espace pour entreprendre, à accompagner tous ces porteurs de projets. Si je fais le lien avec CETI, est-ce que c'est ça, Paul, que tu cherchais et que tu as trouvé un espace pour la créativité, une certaine façon d'entreprendre au sein du groupe? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, moi, quand j'ai quitté Vite Mon Marché, j'ai décidé de prendre un peu le temps de trouver le projet d'après, en rencontrant des gens divers et variés dans l'écosystème local, sur le territoire, des chefs d'entreprise, des gens qui travaillent avec les entreprises. Et au cœur de ma recherche, moi, je cherchais quelque chose un projet qui me permettrait d'être, alors c'est un mot que j'aime bien, mais qui me permettrait d'être aligné entre ce que je vis dans ma vie personnelle, ce que je crois, les valeurs qui me font avancer comme homme, et ce que j'allais trouver dans l'entreprise en question. Et parmi ces valeurs, il y a effectivement la capacité à contribuer, à apporter sa pierre et être accepté comme tel. Donc pourquoi pas entreprendre au sein d'une entreprise, même si c'était pas forcément le sujet prioritaire, mais il y a aussi la capacité à être en accord du point de vue humain, c'est-à-dire je cherchais une entreprise dans laquelle le sort réservé aux collaborateurs en tant que personne était conforme à ce que moi je cherchais, ou en tout cas ce que je ressens, pour me sentir dans un endroit où j'étais bien aligné. Et j'ai rencontré plein d'entreprises, et le groupe CETI, qui est entreprise à mission depuis 1 an, et c'est important, je pense qu'on y reviendra, m'a donné vraiment cette impression-là, d'essayer d'accompagner et de travailler avec chacun de ses collaborateurs à sa juste place, quitte à ce que cette place évolue au gré des besoins des uns et des autres, au gré des projets et parfois des projets intrapreneuriaux qui naissent, avec un fonctionnement très collectif où on parlait tout à l'heure, c'est pas le leader qui entraîne, mais c'est un collectif qui vient contribuer. Et la contribution, c'est un mot qui est important aussi pour moi. Un collectif qui vient contribuer. Et ce qui m'a par exemple moi beaucoup séduit chez CETI, c'est que quand je les ai rencontrés, la première chose qui m'a été demandée, c'était de rencontrer tout le comité exécutif du groupe. Donc j'ai rencontré chacun, et la question qui m'était posée indirectement et qui se sont posées aussi, c'est est-ce que Paul, moi, peut intégrer l'équipe, et est-ce que cette équipe correspond à une équipe d'un écosystème local dans lequel toi tu aimerais t'intégrer, avec lequel tu aimerais travailler. Et ça pour moi c'était super important. Parce que je crois vraiment que, en tout cas moi je cherchais une entreprise qui soit pas seulement un acteur économique, qui soit même pas forcément avec un projet. Moi je fais des panneaux solaires photovoltaïques en ce moment, c'est super sexy de faire du solaire photovoltaïque. Donc ça c'était évidemment important. Mais au-delà de ça, ce qui était important, c'était de chercher une entreprise, un projet qui contribuait sur son territoire à autre chose que simplement de l'économie, à diversifier les emplois, à s'inscrire dans des relations économiques, des relations de partenariat avec des acteurs du territoire. Et je suis super content qu'on ait cette rencontre aujourd'hui, je pense que ça participe aussi de ça. Donc voilà les raisons pour lesquelles moi j'ai rejoint le groupe CETI, et pourquoi aujourd'hui je m'y sens bien. Ça fait 3 mois, mais pourquoi je m'y sens très bien, et je suis pas déçu de la promesse qui avait été faite. Il y a toujours un moment quand on rejoint un projet, on n'est pas, voilà, on a peu de temps pour se décider, ou peu d'indices. Et je trouve aujourd'hui effectivement un groupe dans lequel le collectif est important, dans lequel la mission est au cœur de la stratégie, y compris de la stratégie économique et financière. Et ça c'est crucial pour moi. Merci Paul. Vous avez parlé de valeurs, de mission, de raison d'être. Je sais que ça c'est un point commun entre vos 2 ETI, enfin celle que tu as quittée récemment et celle que tu as rejoint. Cette volonté d'avoir une culture très incarnée, qui n'est pas juste affichée, mais qui est vraie dans les faits au quotidien. Qu'est-ce que ça change au quotidien d'être, entre guillemets, drivé par une mission, par une raison d'être? Qu'est-ce que ça va changer en termes d'engagement pour les collaborateurs, en termes d'attractivité sur le territoire? Qu'est-ce que ça change?
Moi, je dirais que la première chose que ça change, en termes pour les collaborateurs, c'est que les collaborateurs savent pourquoi ils sont là. Et quand la mission est vraiment incarnée, qu'elle n'est pas simplement un affichage, un RSE washing, ce qui est le cas dans le groupe SETI, je pense que les collaborateurs savent pourquoi ils sont là, ils savent dans quelle mesure ils peuvent contribuer, ils savent ce que leur présence dans l'entreprise change pour l'entreprise, quel que soit le niveau. Alors c'est plus, on en parlait en préparant cette table ronde, mais plus on se rapproche des niveaux opérationnels dans l'entreprise, plus le défi est grand de bien faire percevoir à chacun la place importante de sa contribution dans l'entreprise. Mais je pense que chez SETI, c'est quelque chose... c'est quelque chose qu'on trouve. Et puis, ce sont des entreprises, et je crois qu'IDEA c'est pareil, qui ont une volonté à contribuer sur leur territoire au-delà de leur activité propre. Les deux fondateurs des entreprises étaient à l'origine du réseau dirigeants responsables de l'Ouest, qui s'appelle maintenant DRO Nantes Atlantique, parce que avec une conviction que c'est aussi dans la collaboration, dans le collectif inter-entreprise locale sur un territoire qu'on peut donner une dynamique vertueuse pour le territoire. Et aujourd'hui, on sait que la région nantaise est très très dynamique de ce point de vue-là. Et c'est probablement grâce à la contribution aussi d'entreprises qui avaient au cœur la volonté d'être pas simplement vif caché justement, même si c'est des entreprises probablement discrètes, mais aussi de créer un tissu local qui permet de générer encore plus d'activité et de prospérité. C'est aussi un mot que j'aime bien sur le territoire. Ouais, je crois que c'est la question du sens, quoi. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui travaillent leurs valeurs et leurs raisons d'être régulièrement. On le remet sur la table. C'est pas simplement l'affichage, c'est ce que tu disais à l'instant. Parce que c'est facile d'afficher ces 4 valeurs, on le fait tous dans les entreprises, mais c'est à un moment donné de le remettre en question. Et pour le remettre en question, quand on est dans une boîte de 1600 personnes, ça demande un travail assez important et fin pour justement descendre à tous les niveaux de l'entreprise. Et je le dis souvent, et je vais être critique 2 secondes, quand Bruno Hugues de la Rose parle du groupe IDEA, vous avez l'impression qu'il ne vit pas dans la même entreprise que quand c'est un opérateur logistique qui parle du groupe IDEA. Et ça, faut se le dire, faut le savoir, faut le reconnaître. Faut reconnaître qu'il y a un moment où ce sens, les valeurs, la raison d'être de la boîte, elle est très incarnée en haut, et plus on descend dans les strates, et moins ça l'est, et on peut se retrouver même avec des expressions qui sont vraiment même opposées, quoi. Et donc ça, chez IDEA, mais je sais que chez SETI c'est la même chose, parce que c'est 2 boîtes qui se ressemblent quand même pas mal de ce point de vue-là. Les dirigeants en ont conscience, et le partage qui pouvait être fait avec notamment tous les managers, il est redescendu à d'autres strates, et tout collaborateur des 1600 a pu partager sur quelles sont les valeurs réellement vécues dans l'entreprise. Il y avait une valeur qu'IDEA avait affichée qui était l'équité. Et quand on a commencé à descendre sur un certain nombre de collaborateurs, notamment les exécutants, je peux vous dire qu'on s'en est pris plein la poire sur l'équité. Donc cette valeur, elle a été sortie. Donc maintenant, c'est l'esprit d'équipe, mais il fallait garder le E. Parce qu'après, il y a du marketing derrière quand même. Mais elle a été sortie, et je sais que Bruno Hugues de la Rose ou Nicolas, qui est aussi le binôme de Bruno chez IDEA, ils l'ont pris dans l'estomac aussi. Mais faut l'assumer. Voilà, peut-être que c'est pas une valeur qui est complètement incarnée partout dans l'entreprise. C'est pas peut-être, c'est sûr. Donc c'est peut-être davantage quand c'était beaucoup plus petit, et en grandissant, c'est bien sûr la vérité, quoi. Bien sûr, moi j'ai côtoyé le groupe IDEA, je pense on devait être 600, quoi. Donc voilà. Et entre 600 et 1800, évidemment. Et puis quand j'ai côtoyé le groupe IDEA, c'était nazérien. Nantais nazérien. Aujourd'hui, c'est partout en France. Donc évidemment, cet étalement, cet éclatement fait que les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Mais ce qu'il faut, c'est ce qui m'a plu chez IDEA, c'est de l'assumer, de regarder la réalité, de se dire, là, on n'est pas bon.
Voilà, sur ce sujet, on n'est pas bon. Sur le point de vue territorial, c'est vrai que c'est des entreprises, les deux, on va dire, discrètes. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'affichage de com, mais c'est des entreprises qui ont une influence sur leur territoire qui est phénoménale. Et c'est deux entreprises qui ont compris ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en parlez à Johanna Roland, vous en parlez à Christelle, la présidente du conseil régional, vous en parlez à Michel, le président du département, ils connaissent par cœur ces deux entreprises. Et pourquoi et c'est pas simplement ils les connaissent, ils parlent avec. Voilà. Donc il y a une vraie relation. Et ça, quand on est entreprise à mission, comme CETI, quand on est en voie d'être entreprise à mission comme IDEA, puisqu'IDEA s'est lancé dans cette aventure aussi, il faut que, c'est important de se dire qu'on n'est pas hors sol et qu'on est sur un territoire, et il faut être en résonance avec ce territoire parce qu'il faut être aussi en capacité de dire à ce territoire les bonnes directions qui sont prises, mais aussi les directions un peu plus contestables qui sont prises. Voilà, et avoir l'oreille des élus de ce territoire. Ça marche. Donc du coup, si je comprends bien et si je résume, donc une mission ou une raison d'être très incarnée, dont tout semble découler, même de ce que j'ai pu comprendre, le plan stratégique chez vous également, et c'est de là aussi qu'est né le hackathon, et qui faisait vachement aussi écho aux valeurs du coup qu'il faut revoir régulièrement pour être sûr que il n'y a pas une perte de cohérence, une perte de sens, et donc des départs j'imagine de collaborateurs, parce que c'est aussi une façon d'attirer et de fidéliser donc les collaborateurs. Merci. J'ai une dernière question, puis après on pourra prendre aussi des questions du public. J'ai une dernière question, c'est à l'inverse, du coup, ce serait quoi les points de vigilance quand on est vraiment, quand on se met vraiment en mouvement grâce à une raison d'être, à une mission, qu'on porte beaucoup d'attention aux valeurs. Ce serait quoi les petits points de vigilance que vous avez pu, les choses que vous avez pu observer peut-être? Alors, avant de rentrer dans les points de vigilance, pour moi, avoir une mission et y rester un peu fidèle, c'est comme avoir une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est à la fois ce qui vous donne la capacité à porter des poids un peu lourds, et à la fois quelque chose qui vous donne un peu de souplesse. Et si elle n'est pas bien alignée, si vous avez une scoliose, si vous êtes un peu bossu, vous allez finir très bossu. Et je pense que moi, c'est ça que je recherche, et je pense que c'est ça qui est super important pour... Ouais, il faut que je me redresse. C'est ça qui est super important pour les collaborateurs, c'est de sentir qu'ils sont dans une entreprise dans laquelle il y a une vraie colonne vertébrale. Parce que quand on est entreprise à mission, ou quand on est entreprise qui fait attention à ce qu'elle fait, plus généralement, qu'on a des valeurs qui sont fondatrices et dont on veut faire notre colonne vertébrale, je pense qu'il y a des risques qui peuvent être importants, ou en tout cas il y a des points de vigilance qu'il faut avoir. Moi j'en vois deux principaux. Le premier, c'est l'angélisme. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une mission, c'est très bien d'avoir des valeurs, mais il faut quand même que votre entreprise reste pérenne. Et pour rester pérenne, il faut quand même qu'à la fin, ce que vous vendez vous rapporte un peu plus que ce que ça vous a coûté. Sinon, vous avez un problème. En tout cas, vous pouvez pas faire vivre vos valeurs longtemps. Et si vous avez des valeurs et que votre objectif c'est de contribuer à un territoire, de créer de participer à un écosystème local, si vous mourrez, vous n'avez pas vraiment gagné votre pari. Donc ça, le premier risque, c'est de perdre de vue, et c'est un vrai risque, je pense, dans certaines entreprises, de perdre de vue, parce qu'on a mis beaucoup d'insistance sur les valeurs, de perdre de vue les aspects économiques. Donc c'est une ligne de crête sur laquelle il faut rester. C'est pas toujours simple. D'où le fait de ne pas décorréler complètement culture et stratégie. D'où le fait de partir de cette colonne vertébrale pour en déduire des plans stratégiques, y compris économiques et financiers, pour rétro-valider que l'ensemble se tient et que l'ensemble peut permettre d'avancer. Et puis un deuxième risque, c'est ce que je disais, quand on est un petit peu bossu, on devient très vite bossu, c'est le risque de ne pas être capable de porter des poids, et dans des moments un peu plus difficiles pour l'entreprise, de transiger avec ses valeurs. C'est un peu le risque opposé. Et c'est aussi un point de vigilance, c'est-à-dire qu'il faut savoir où sont nos limites, et on voit que quand une entreprise va très bien, c'est très facile d'avoir des valeurs, de les afficher, de les faire vivre, de les diffuser dans toute l'organisation, voilà. Et puis le jour où ça va moins bien, vous avez un petit peu moins de temps pour faire de la sensibilisation auprès des collaborateurs, d'engager tout le monde, faire un hackathon qui prend plusieurs jours, où il y a 280 collaborateurs qui sont impliqués, je ne sais plus si c'est le bon chiffre, mais le jour où c'est vraiment la galère, on a des difficultés économiques, et ce jour-là, il ne faut pas non plus perdre de vue
pourquoi on fait ce qu'on fait. Et il faut une grande confiance dans notre propre socle de valeurs. Voilà. Parce que sinon, on a le risque de prendre des décisions qui sont peut-être pas conformes à ce qu'on aurait voulu ou à ce que nos valeurs nous guideraient, nous commanderaient. Tu as un exemple en tête? Alors j'ai un exemple qui vient pas de chez SETI, j'ai pas encore assez d'ancienneté chez SETI, mais dans ma précédente expérience, donc j'étais directeur général chez Vite Mon Marché, petite structure, on était 38. Et puis on sent qu'on va pas avoir de financement, on sent que ça va être compliqué et qu'il va falloir prendre des décisions un peu radicales de restructuration. On a finalement licencié 2/3 des personnes. Donc c'est une vraie, voilà, un vrai séisme à l'échelle de cette entreprise. Et puis quand vous arrivez proche de la cessation de paiement, certains ici ont probablement déjà vécu ça, je vous le souhaite pas, mais on apprend des choses. Il y a un moment où on fait des arbitrages. On paye ses fournisseurs ou on paye pas ses fournisseurs, on paye. Voilà. Et moi, parmi mes valeurs importantes, fondatrices, personnelles, il y a le fait que dans une entreprise, tous les salariés, quels qu'ils soient, contribuent à l'entreprise. Et donc, à ce titre-là, ça vous paraît bateau, ils méritent d'être rémunérés correctement pour la contribution qu'ils apportent. Et il se trouve qu'à ce moment-là, chez Vite Mon Marché, j'ai un salarié, qui est justement pas un salarié, un contributeur, qui a choisi, pour des raisons qui lui sont propres, d'être prestataire plutôt que salarié. Et quand vous êtes prestataire, vous êtes fournisseur. Et quand vous êtes fournisseur, eh ben, vous passez après les salariés pour être payé. Et donc la question se pose, j'essaie de faire les fonds de tiroir pour payer les salariés, ça va être un peu compliqué, puis la question se pose après, est-ce que je paye ce prestataire qui travaillait dans l'équipe, il avait son bureau, enfin il était vraiment dans l'équipe de direction de l'entreprise, très 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 impliqué. Et là, mes valeurs me disent, évidemment, il contribue comme les autres, il n'y a pas de raison. Et le pragmatisme économique me dit, non, c'est un fournisseur, je vais payer aucun des autres fournisseurs, donc il ne faut pas le payer. Et donc là, il y a un cas de conscience qui m'a, je ne vous cache pas, un peu empêché de dormir, et j'ai décidé de ne pas le payer. Contraire à mes valeurs. Et ça m'a encore plus empêché de dormir après qu'avant. Et aujourd'hui, je pense que c'était une erreur. Voilà. Et par rapport aux valeurs de Vite Mon Marché, je ne sais pas si Vite Mon Marché avait formalisé ses valeurs. Non, Vite Mon Marché n'avait pas eu le temps encore de formaliser ses valeurs. Alors j'espère que j'étais aligné, parce que c'est moi qui essayais avec Reynald, avec qui on était pour le coup très alignés sur les valeurs, d'infuser les valeurs dans l'entreprise. Donc c'était contraire à nos valeurs. C'était contraire aux valeurs qu'on voulait pour l'entreprise. Mais c'était une décision pragmatique, voilà. Et ça m'a beaucoup donné matière à penser après, en disant voilà, est-ce que j'ai pris une bonne décision ou pas. Je ne sais pas ce que je referai aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis devenu plus vertueux que je n'étais il y a quelques mois, mais voilà, c'est pour illustrer ce risque. Il y a un moment, on est écartelé entre ce qu'on veut vraiment incarner comme valeur et puis la réalité du terrain. Et c'est pas simple, mais c'est ça aussi qui permet de progresser et de renforcer la colonne vertébrale. Merci. Est-ce que toi, tu vois, Michel, d'autres points d'attention? Alors évidemment, moi, ça résonne ce que tu es en train de dire, puisque je l'ai vécu en 2020 quand il a fallu se séparer de collaborateurs chez IDEA, et qu'en fin de compte, parce que de toute façon, il fallait le faire, sinon on met en péril l'ensemble de l'entreprise. C'est toujours de se dire les choses telles qu'elles sont, les expliquer, et même s'il y a des gens qui me détestent aujourd'hui, mais quand on est maire, il y a toujours des gens qui vous détestent. Je commence à être habitué. Même s'il y a des gens qui me détestent aujourd'hui, c'est un moment difficile, mais on essaie quand même de rester aligné dans ces moments-là, simplement en expliquant la situation. Et là, avec la Covid, la situation était relativement claire pour tout le monde. Moi, dans les risques, alors, point d'attention, c'est peut-être plutôt un point d'attention externe. D'entreprises à mission ou d'entreprises qui sont très très impliquées sur leur territoire, c'est que le territoire, à un moment donné, il prend des décisions politiques. Voilà. Et quand les entreprises sont très en relation, en résonance, les chefs d'entreprise en question très en résonance avec les principaux acteurs politiques de ce territoire, ils peuvent se laisser embarquer. Je ne parle pas de l'arbre au héron. Hein. Ce serait bête. Hein. Oui, ce serait bête. Ils peuvent se laisser embarquer et perdre de vue que l'entreprise reste quand même une entreprise qui doit être rentable. Alors, je vais vous donner 2 exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre. Et puis, je vais commencer par ce qui peut être une opportunité. Par exemple, entre Saint-Nazaire et Cordemais, on est en train de créer une ZIBAC.
une zone, alors là c'est l'élu qui vous parle, hein, une zone industrielle bas carbone. Bon. Une zone industrielle bas carbone, ça veut dire amener les entreprises qui sont quand même, quand on parle de Total, quand on parle de Cordemais, quand on parle d'un certain nombre d'entreprises de ce type-là, on n'est quand même pas sur des, sur des petits morceaux, c'est d'amener les entreprises à réduire considérablement leur empreinte carbone pour tendre vers le zéro. Et donc là, il faut mener un certain nombre d'études. Et l'État finance une partie de ces études. Et donc c'est important de créer, que l'élu crée ce genre d'espace parce que les entreprises vont pouvoir à un moment donné être soutenues pour les études avec un certain nombre de millions quand même qui sont alignés, et puis pour les investissements derrière avec un certain nombre de milliards qui peuvent être alignés. Donc ça c'est plutôt une opportunité quand on est une entreprise à mission, qu'on est très impliqué sur son territoire. Évidemment, quand vous avez une idée de ce type-là qui germe, vous êtes dans les premiers à être déjà contactés, intégrés, parce que on connaît vos valeurs et on sait que ça peut entraîner aussi d'autres entreprises. Ça c'est le côté plutôt positif. Je vais vous donner un côté un peu plus compliqué. Ça s'appelle le zéro artificialisation net. Vous en avez peut-être entendu parler, mais aujourd'hui, alors ça vaut pour le logement, mais aujourd'hui, si vous voulez faire du développement économique sur un foncier économique, on va être quasiment à zéro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise va vouloir s'installer sur notre territoire, et je peux vous dire qu'on a intérêt à être très vigilant sur le sujet, à partir du moment où une entreprise va vouloir s'installer sur le territoire, ou s'agrandir, ou se développer, mais il va falloir qu'à partir du moment où elle s'installe sur des espaces qui ne sont pas occupés, il va falloir qu'elle compense. C'est-à-dire de rechercher des espaces, sanctuariser des espaces ailleurs, à côté, pour pouvoir compenser l'utilisation de ce... Et donc on peut arriver comme ça, mine de rien, si on se laisse, pour des raisons vertueuses, hein, c'est pas le sujet, mais si on se laisse bercer, on peut arriver à un moment où les entreprises n'auront même plus la capacité de s'installer ou de se développer. Et ça, l'entreprise, justement, qui est très proche du territoire, peut se laisser embarquer. Et elle a intérêt, à ce moment-là, à montrer sa position d'entreprise, c'est-à-dire de dire, attention, nous, le développement, c'est aussi être capable de poursuivre notre mission d'entreprise. Et si on nous empêche de nous développer, ça peut devenir très problématique pour la boîte. Donc ça, c'est un point d'attention qu'il faut avoir, parce que comme ces entreprises-là sont très engagées dans le territoire et reconnues comme très engagées dans le territoire, il faut qu'elles sachent à un moment donné marquer leur différence, allez, je vais le dire comme ça, taper du poing sur la table pour dire attention, pour des raisons vertueuses, il ne faut pas figer tout un pan de l'économie, parce que quand même les entreprises, ce sont elles qui font la richesse des territoires sur lesquels elles sont implantées. Voilà, le point de vigilance. Merci, je pense que ça fait une super transition avec la conférence d'après. On aurait dû t'inviter sur la conférence suivante. Tu vas pouvoir rester assis ici. Mais du coup, si je résume un peu tout ce qu'on s'est dit, finalement, ce que tu disais, Paul, c'est formaliser sa colonne vertébrale. Ça permet à la fois d'engager les collaborateurs, d'attirer des nouveaux talents, d'avoir une stratégie cohérente qui en découle, donc qui a du sens pour les gens qui sont au sein de cette entreprise-là. Et puis, comme on l'a dit, donc de passer les tempêtes. Et puis finalement, ce que je retire quand même de ton dernier message à toi, Michel, c'est que les ETI des territoires aujourd'hui, eux aussi s'engagent, mais pour les collaborateurs et pour les territoires. Et donc en ouverture, donc peut-être avec de plus en plus de collaboration entre public, privé. Mais en tout cas, c'est un vrai atout pour elles. Et pour attirer, ça participe à la marque employeur, etc., etc. Et c'est un vrai atout en tout cas. Puis là, pour compléter, c'est pas simplement de l'affichage pour l'entreprise. On voit bien que SETI, quand on parle de panneaux photovoltaïques, ou IDEA qui met en place une usine de méthanisation dans l'agglomération nazérienne, ça ne fonctionne que s'il y a un partenariat privé-public. C'est-à-dire que c'est pas deux mondes complètement différents. C'est quand on est en capacité comme ça de pouvoir s'appuyer sur les enjeux aujourd'hui sont quand même, on n'a plus besoin de les prouver, mais ce partenariat privé-public, il permet quand même de pouvoir assez rapidement mettre en place des actions concrètes.
dans laquelle les pouvoirs publics d'ailleurs sont capables d'être partenaires. L'usine de méthanisation d'IDEA, la Carène, l'agglomération nazérienne est actionnaire du projet. Donc ça c'est aussi la formidable opportunité. Moi je crois beaucoup au partenariat privé-public à l'avenir sur un certain nombre de sujets comme ceux que traitent et IDEA et SETI. Et potentiellement, du coup, ça va attirer des personnes qui ont envie de travailler, d'avoir un travail plus challengeant, avec multi-acteurs et qui vont être d'autant plus attirés par les ETI. Là où depuis quelques années, il y avait plein de gens qui étaient plus attirés par le monde des startups parce qu'ils ont l'impression de pouvoir entreprendre plus facilement. Là, faire partie de projets portés par des ETI en lien avec les territoires, c'est aussi une belle façon Oui, d'attirer. parce que l'ETI, elle structure le territoire. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important. Et on n'est pas dans les usines qui s'occupent pas de leur environnement, qui polluent, qui déversent des trucs dans les ruisseaux. On n'est plus du tout dans ce cas de figure. On a affaire à des gens qui sont tout à fait conscients des enjeux de transition et qui s'engagent quand même très fortement dans ces enjeux de transition. Et parfois, moi qui croise un certain nombre d'élus qui n'ont pas vraiment connu le milieu privé, moi j'ai cette chance-là, mais qui n'ont pas vraiment connu le milieu privé, ils ont des positions, par exemple, sur la logistique, ils ont des positions sur le transport, ils ont encore dogmatiques, c'est-à-dire de se dire, bah oui, mais ça pollue. Et parfois, dans l'implantation d'entreprise, ils peuvent dire, non, on veut pas de cette entreprise-là parce qu'elle pollue. Mais je peux donner un exemple assez concret, les entreprises qui font des revêtements en bitume. Vous n'avez pas un maire qui veut accueillir sur son territoire une entreprise qui fait du revêtement en bitume. Mais l'entreprise qui fait du revêtement en bitume, elle peut très bien avoir une démarche vertueuse et de développer une boîte de transport. Une boîte de transport, ça pollue. Bah, non, quand aujourd'hui, chez IDEA, je ne sais plus combien on a de camions au biogaz, je dis encore on. Combien ils ont de camions de biogaz chez IDEA, le sujet de l'hydrogène, etc. Enfin, ce qu'il faut, c'est d'avoir des entreprises qui sont... Enfin, ce qu'il faut. Les entreprises industrielles sont tout à fait en capacité parce qu'ils sont conscients du territoire sur lequel ils sont, de faire des développements qui vont leur permettre d'approcher le zéro carbone, quoi. Et pour ça, ils ont besoin d'être soutenus aussi financièrement par des dispositifs d'État ou de région, par exemple. Et c'est d'autant plus important que c'est les ETI qui créent de l'emploi dans le bassin, qui attirent les talents. Merci à vous deux. Est-ce que le public a des questions ? Qu'est-ce qu'on était bon ? Ah, c'est bon. Oui. Comment on fait pour le micro ? Bonjour, merci pour le témoignage. Comment est-ce que quand on est une entreprise, donc on entendait 220 collaborateurs tout à l'heure côté IDEA ou le CETI, je ne sais pas combien il y avait de personnes. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à faire remonter en fait des projets venant directement du terrain, éviter d'avoir que du descendant et finalement réussir à embarquer ses collaborateurs en les mettant en avant. Je sais qu'il y avait des idées actions côté IDEA, mais comment est-ce qu'on arrive à faciliter en tout cas la remontée de strates et le fait de se dire je propose une idée, elle va pas voir le jour dans 5 ans parce qu'il faut que je passe toutes les différentes validations. Ça marche là ? Oui. C'est un vrai. Enfin, pour moi, c'est un vrai sujet hyper complexe. On bosse dessus pas mal en ce moment chez SETI parce qu'on s'est rendu compte que même si on a l'impression d'avoir mis en place, on a des routines qui sont mises en place pour faire circuler de l'information montante. On a des principes de subsidiarité qui sont assez bien définis pour définir à quel niveau, quelle décision peut être prise, qui permet de ne pas tout faire remonter jusque dans les limbes avant de prendre une décision et pas attendre que ça prenne 5 ans pour redescendre, ou que ça ne redescende jamais. C'est plus souvent d'ailleurs comme ça que ça finit. Donc ça a l'air assez bien défini. Et puis en fait, on se rend compte quand même que la machine est un peu grippée. Donc c'est un sujet sur lequel on bosse. C'est hyper compliqué. Moi, je crois que ce que j'ai cité, c'est vraiment 2 préalables. C'est d'abord d'avoir une
structuration de l'activité dédiée à ça, c'est une organisation dédiée à ça, où chaque équipe, partout dans le groupe, alors c'est des trucs tout cons, hein, mais un point quotidien, un top 5, on appelle ça, un point quotidien qui est un point montant et pas un point descendant. Alors même si parfois on se rend compte que dans certains endroits c'est devenu un point descendant pour donner la bonne parole, et donc on essaie de le retransformer en un point montant, et ça se fait donc quotidien aux équipes opérationnelles, quotidien au niveau intermédiaire, hebdomadaire et hebdomadaire jusqu'au niveau du COMEX après. L'idée est de dire, et voilà, donc ça c'est la première chose, d'avoir une organisation qui permet de faire émerger les idées, et deuxièmement d'avoir des principes de subsidiarité suffisamment bien définis pour que les décisions se prennent au bon niveau, en laissant du coup une autonomie réelle à l'échelon de l'équipe ou de l'individu ou de l'équipe sur le terrain. Mais on se rend compte que ça nécessite de l'entretien, parce que on voit que ce qui était censé être un organe d'information montante se transforme en organe d'information descendante. Les principes de subsidiarité sont décrits, mais en fait les gens n'ont pas toujours les moyens. C'est-à-dire que, ok, tu as le droit de prendre plein de décisions, mais si tu veux dépenser 50 balles, il faut que tu montes de 4 niveaux. Donc tu n'as pas les moyens de prendre la décision. Donc on travaille là-dessus, mais pour moi c'est un des gros défis des entreprises de cette taille-là. À 35 ou à 40, c'est facile, on se croise, on décide dans un couloir et tout. Dès qu'on est un peu plus gros, sur plusieurs sites, partout en France, tu disais, CETI, on est aussi partout sur le territoire français, ça nécessite d'être vécu comme une démarche. C'est pas juste de le poser comme un principe, mais vraiment de donner les outils pour. Si je peux compléter, alors IDEA c'est 1600, 220 c'est que le transport. Quand même. Nous on est aussi gros que CETI. Faut pas être gros d'ailleurs. Faut pas grossir. Faut grandir. Voilà. On a les mêmes patrons, quoi. Faut qu'ils arrêtent de manger ensemble, cela. Non, l'idée action, c'est un sujet qui est toujours animé d'ailleurs chez IDEA, c'est de dire n'importe qui est en capacité d'avoir une idée, et on s'est rendu compte. Alors ça s'anime. C'est-à-dire que, en effet, il y a toutes les routines tous les matins sur les sites, mais il y a aussi un challenge, quoi. Et l'idée action, ça s'anime et il faut communiquer. Donc il y a une communication interne qui est assez forte autour de l'idée action, parce que c'est des challenges qui sont rythmés. Et puis il y a des votes, et puis il y a des prix qui sont remis, et puis surtout il y a la mise en application de choses toutes simples. Hein. Ça peut être vraiment des trucs du quotidien, mais ça va. Et surtout en le valorisant, du coup, on provoque chez les collaborateurs l'idée, l'envie de dire, voilà, moi j'ai vu un truc qui est très quotidien, qui fonctionne pas, je l'ai mis en idée action, ça va être diffusé partout et ça va être mis en application partout, et ça touche beaucoup souvent d'ailleurs la sécurité. Ce qui est quand même un des éléments fondamentaux dans une boîte, qu'elle soit industrielle ou logistique, c'est la sécurité des personnes, quoi. Et donc là, ça touche beaucoup ça, et ça permet quand on communique, évidemment, ça permet de nourrir ce volet-là. Et puis il y a les fameux hackathons, j'en ai parlé tout à l'heure, là aussi où on commence à structurer quelque chose. Donc alors c'est vrai que on n'arrive pas on touche pas les 1600 avec les hackathons, hein, ça s'est arrêté au manager. Mais je ne sais pas comment IDEA demain va traiter le sujet, mais quand on voit ce qu'a donné le hackathon cette année avec des projets concrets qui se développent, et on a des gens qui ont porté des projets hackathon, je pense, alors je me souviens plus duquel, mais c'est pas grave, qui ont porté le projet hackathon, qui étaient contents de porter le projet hackathon, qui a été retenu par la direction d'IDEA et du coup qui est mise en œuvre, et qui n'avaient pas envie de le mettre en œuvre. Et ça en soi, c'est pas très très grave. Donc il y a des gens qui sont plus à l'aise pour la mise en œuvre et qui sont partis sur la mise en œuvre. Donc ça, c'est aussi le deuxième élément qui fait qu'on arrive à... Et il y a énormément de communication interne autour quand même. Ouais, vous disiez, on a quitté la scope. IDEA est une scope, non ? Est-ce que ma question c'est, est-ce que la gouvernance de Scope est pas justement un moyen pour, de façon permanente, associer les collaborateurs et faire en sorte que ça monte et ça descende de façon assez naturelle par le biais de cette gouvernance structurée? Alors, moi, quand j'étais PDG de la SNAT, je suis rentré à la SNAT. Je rappelle, mon premier métier, c'est cuisinier. Donc, une boîte de transport, ça ne me faisait pas vibrer particulièrement. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans la SNAT, c'était le fait que ce soit une scope, précisément. C'est-à-dire de me dire,
c'est le système de gouvernance et de management qui m'intéresse. C'est de se dire, parce qu'à la SNAT, on était 130, et sur les 130, tous les conducteurs routiers étaient actionnaires. C'est-à-dire que quand je recrutais un conducteur routier, je lui disais, bon ben voilà, on vous prend, mais vous allez devoir être actionnaire à hauteur de 6 000 €. Donc là, le gars tombe, vous le ramassez, puis vous dites, non, mais d'abord c'est au bout d'un an, et puis on peut le faire petit à petit. Et en fin de compte, il contribuait à 64 € chaque mois pour être actionnaire. Et puis, du coup, il devenait actionnaire et on avait notre structure de gouvernance qui était ainsi. Et moi, j'ai été élu au conseil d'administration et président d'un PDG de la SNAT, élu en partie par IDEA, parce qu'IDEA avait 25% de l'actionnariat de la SNAT, et le reste, c'était les collaborateurs, dont moi. Donc il faut convaincre déjà vos collaborateurs que ils voyaient bien que j'étais fléché pour être le PDG, mais pour rentrer au conseil d'administration, et pour que le conseil d'administration me désigne comme PDG. Donc c'est super comme manager. Moi, j'ai adoré cette partie-là. C'est bien quand on est 130, et c'est bien quand on a la capacité d'expliquer à ces 130 qu'ils ont deux casquettes, le casquette du collaborateur et la casquette de l'actionnaire, et que c'est pas 130 patrons. Parce que c'est le biais qu'on peut avoir dans des scopes qui fait qu'elles s'engluent dans une espèce de gouvernance où on n'arrive pas à avancer et où on perd complètement le sens du business. C'est-à-dire on est vraiment dans le bien-être des uns et des autres et on perd le sens du business. Quand c'est une boîte de transport routier, vos gars, ils sont capables de dire ah ben oui mais moi c'est un DAF, moi je veux un DAF comme moi ah ben non moi c'est Scania, ah ben non moi c'est Mercedes. Et si on se laisse faire, ben on a autant de marques de camions que de gars parce que voilà parce qu'ils considèrent qu'ils sont actionnaires et voilà. Donc il faut donner ce rythme quand même comme n'importe quelle boîte et ça fonctionne quand on est 130. IDEA vous dites est une scope. La holding est une scope. IDEA ça a été créé en 1919. Et donc, ça a été une scope, en effet. Et aujourd'hui, c'est la holding qui est scope, et toutes les entreprises, IDEA Logistique, IDEA Transport, IDEA Emballage, sont filialisées, en fin de compte. Et donc, pourquoi ? Parce que dès qu'une scope commence à devenir importante, si vous devez faire une assemblée générale à 1800, et que tout est remis en cause par un petit groupe avec des alliances, des jeux de pouvoir, parce qu'il n'y a pas que dans la politique qu'il y a des jeux de pouvoir, ben vous n'en sortez pas, quoi. Et vous faites couler votre boîte. Et il y a beaucoup de scopes qui se sont retrouvés complètement coulés avec ce fonctionnement-là. Et là où IDEA a gardé, on va dire, son code génétique de scope, c'est de dire, la scope, la holding, elle est actionnaire d'un truc qui s'appelle IDEA Participation. Voilà. Donc elle est actionnaire et elle est majoritaire. Et puis derrière, on a les deux patrons, on va le dire comme ça, Bruno Delarose et puis et Nicolas Doro, qui sont actionnaires dans cette IDEA Participation. Et on a créé un FCPE, un fonds commun de placement d'entreprise, pour que les salariés puissent dire, mais moi, mon intéressement, ma participation, je la mets là-dedans parce que je crois en la boîte. Et quand on a quitté le statut scope à la SNAT et qu'ils ont intégré du coup IDEA Transport, on a dit voilà parce qu'on leur a rendu on a même été meilleur parce que dans une scope vous récupérez votre capital au nominal, hein, il n'y a pas de plus-value du tout, hein. Donc vous avez mis 6 000, vous restez 20 ans, vous repartez avec vos 6 000, hein. Voilà. Et donc là, IDEA, dans sa grande bonté, a dit bon, on vous achète ça 10 000, ça doit être ça à peu près, chacun. Donc ils étaient contents, les gars. Une assemblée générale où on leur a remis les chèques. Et là, on leur a dit il y a le fonds commun de placement d'entreprise qui s'ouvre. Donc allez-y. Allez mettre vos sous dans le fonds commun de placement en entreprise. Ils auraient bien fait de le faire d'ailleurs, parce que je vous dis pas la culbute, hein, mais bon. Parce que là, il y a une culbute pour le coup, quand vous récupérez, ce qui n'est pas le cas dans la scope. Donc, la gouvernance de scope, c'est quelque chose que moi, j'ai adoré. Passer un certain nombre de collaborateurs, ça peut devenir impossible. La plus grosse scope de France, c'est les chèques déjeuner. Ils doivent être 8 000. Mais dans la scope, ils sont 80. Enfin, pas plus. Voilà. Et donc, il y a une filiale. Mais l'idée de l'IDEA était de dire, il faut qu'on garde cet esprit-là. Et donc, il faut qu'on donne la possibilité aux collaborateurs d'être actionnaires de la boîte. Voilà. Pas d'autres questions ? Ne t'inquiète. Non ? Eh ben, je pense qu'on peut clôturer cette table ronde. Je te rends pas la parole. Allez, on peut les applaudir. Merci à tous les trois.